Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes en direct depuis le studio vert de la télévision Espoir 47 de Tchévier. Bienvenue également sur les ondes des médias partenaires Radio KMTB à Lomé, Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, sans oublier les internautes, le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Vous êtes bien au plateau de votre émission Grand Jury et c'est pour débattre de l'actualité sociopolitique de notre cher pays, le Togo. Parlant de l'actualité, elle se concentre autour de 4 points principaux, notamment la grogne sociale, le processus électoral, appel au boycott et la question des réformes qui ont refait surface depuis quelques jours à partir d'un collectif de mouvements, d'associations, d'élèves et d'étudiants appelés Flambeau Citoyens. Bienvenue donc à vous toutes et à vous tous. Autour de ce plateau ce matin pour décrypter tous ces sujets, Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Bonjour Ibrahim. Bonjour Rodrigue, bonjour à tous qui nous suivent en ce moment. Et notre second invité, il s'appelle Tchakala Alilou, il est le directeur de publication du journal Courrier de la République. Bonjour Tchakala. Bonjour Rodrigue et bonjour à toutes et à tous. Un nouveau jour se lève et c'est bien l'heure peut-être du sitting auquel a appelé la synergie des travailleurs du Togo ce matin entre 8h08 et 11h11. Oui, bon, nous sommes habitués depuis quelque temps à la récurrence de ces mots d'ordre de grève, de sitting. Je crois que trop de grève tue la grève, trop de sitting va tuer le sitting. Je crois que la synergie est à un tournant aussi décisif de son action syndicale et il va falloir que la raison l'emporte sur la passion. Et vous comprenez que c'est vrai, ils sont dans leur légitime droit de réclamer un mieux-être par rapport à leur traitement, mais il va falloir aussi qu'ils sachent que le gouvernement a d'autres chantiers aussi à faire aboutir. C'est vrai, on ne peut pas dire aujourd'hui que rien n'a été fait depuis des années. Il faut reconnaître que des efforts louables ont été faits de la part du gouvernement, mais à l'allure où vont les choses, on a comme cette impression que bon, on balaie du revers de la main tous les acquis qu'ils ont eus suite à leurs multiples mouvements de grève. Aujourd'hui, c'est vrai, on est à un point critique parce que quand l'administration vient à connaître de telles situations, ça plombe toute la dynamique qui est enclenchée pour relancer la chose. Et je m'en vais aussi m'appesantir un tout petit peu sur l'état au niveau de nos hôpitaux et centres de santé où ce n'est pas du tout rose là-bas. La récurrence de ces trucs fait que, de ces grèves, de ces mouvements d'humeur fait que, et on assiste à une situation vraiment désastreuse dans le domaine sanitaire. Des gens qui n'arrivent plus à garder leur corps au niveau des morgues, des gens qui n'arrivent pas à suivre la régularité suivant qui leur est prescrit par certains médecins. Vous comprenez que le drame est en train de se profiler dangereusement à l'horizon. S'agissant de nos enfants, de nos sœurs et tous ceux-là qui sont encore sur les bancs, là-bas encore j'ai de très fortes inquiétudes. C'est vrai, ceux-là qui lancent les mots d'ordre aussi ont des enfants qui vont à l'école, mais l'intransigeance que nous sommes en train d'observer est quand même suicidaire pour le devenir de nos enfants. Donc je souhaiterais quand même qu'on puisse s'entendre sur le strict minimum qu'on a eu, le temps qu'on prenne langue, la centrale prenne langue avec les négociateurs du gouvernement pour qu'on puisse tomber d'accord sur un juste milieu, pour que ni l'un ni l'autre ne perdent la face là. Ça serait mieux pour toutes les parties prenantes à ces discussions autour des revendications d'amélioration de conditions de travail. Je suis très inquiet. Il va falloir que les gens se transcendent, les gens essaient de sublimer un peu le devenir de leurs enfants, la situation des malades et mettre un peu d'eau dans leur vin. C'est ce que je peux lancer comme appel. Comme vous le dites si bien, on a comme l'impression que le gouvernement est en train de trouver en partie une solution à cette situation. Hier, la synergie des travailleurs du Togo était face à la presse au siège du Sinfot à Lomé pour l'informer du dernier développement et je m'en vais vous donner lecture d'un courrier qui a été mis à la disposition de la presse. Hier, le courrier vient du ministère des enseignements primaires et secondaires et c'est écrit en date du 9 mars 2015 à messieurs les directeurs régionaux de l'éducation Lomé. Objet, gestion de la situation de grève dans les établissements scolaires.
Dans le cadre de la gestion de la situation de grève des enseignants et des personnels de l'administration, je vous demande de me communiquer la liste de tous ceux qui ont déjà comptabilisé 10 jours de grève depuis la rentrée scolaire jusqu'à ce jour. Par ailleurs, vous voudriez bien procéder à l'identification au plan régional de tous les candidats potentiels prêts à exercer la profession enseignante. Signé Yao Florent Badiam Manganawe. Ibrahim, un courrier qui forcément dit beaucoup de choses. Effectivement, et vous savez, mon confrère M. Tchakala disait tout de suite que la grève n'est pas une très bonne chose. Et c'est vrai, puisque quand il y a trop de grève aussi, ça sape l'élan de développement amorcé dans le pays. Et quand il y a aussi trop de sitting aussi, c'est que ça paralyse aussi les activités, quoi qu'on dise, sur le plan éducatif et le plan sanitaire. Il y a aussi des fonctionnaires aussi qui sont en grève. Vous comprenez que c'est toute l'administration qui est paralysée. Et ce faisant, ce n'est pas de nature à booster le développement dans notre pays. Mais il faut aussi qu'on reconnaisse aussi qu'il y a certains comportements aussi des dirigeants qui amènent les acteurs de l'éducation, de la santé, disons, grosso modo, les travailleurs, à aussi adopter des comportements qui sont une réponse du berger à la bergère. Et pourquoi je le dis, c'est parce qu'il y a certains comportements de certains membres du gouvernement qui frisent la vantardise, qui frisent le dédain vis-à-vis de leurs interlocuteurs de la fonction publique. Et il y a aussi des comportements, des actions que ces responsables, que je ne voudrais pas citer, excusez-moi, qui font que les fonctionnaires sont obligés aussi d'adopter des comportements que nous qualifions certaines fois d'excès. C'est vrai, vous nous avez fait lecture d'un courrier, et quand vous lisez ce courrier, vous comprenez que le premier paragraphe est une menace voilée. Parce que quand on dit d'identifier les gens qui ont fait qui ont déjà comptabilisé près de 10 jours de grève, c'est qu'on voudrait prendre des sanctions contre ces gens. On ne veut pas prendre le nom de ces personnes et les décorer. C'est pour prendre des sanctions contre ces gens. Et la synergie sait pertinemment que lorsqu'on dit de prendre, de dresser une liste de ces personnes qui ont déjà comptabilisé 10 jours de grève, c'est qu'on voudrait les licencier. Et ce sont les informations. Ce sont les informations qui circulent. Mais le deuxième paragraphe de cette correspondance, de cette note circulaire, vient nous conforter. Ce deuxième paragraphe dit d'identifier les potentiels candidats qui sont prêts à exercer. Donc on ne va pas les identifier juste pour le plaisir de les identifier. C'est pour aller remplacer ceux qui ont été identifiés comme grévistes. Donc nous comprenons aisément que la démarche adoptée par M. Manganawe est une démarche de provocation d'abord, et une démarche qui n'est pas de nature à amener les fonctionnaires à mettre de l'eau dans leur vin et aller sur la table des négociations avec beaucoup plus de sérénité, avec un esprit de compromis. Il faut poser des comportements, il faut agir, poser des comportements qui ne sont pas de nature à amener votre interlocuteur, celui qui est en face de vous, à réduire sa position, à aller vers, comment le dit-on, à aller vers une position beaucoup plus radicale. Donc, nous allons demander de la part de nos gouvernants d'avoir un peu de courtoisie dans leur approche et surtout considérer les fonctionnaires qui sont en grève comme des interlocuteurs, des partenaires avec qui on peut discuter et finalement arriver à s'entendre sur le minimum. Je me rappelle, il y a eu aussi une démarche similaire la semaine passée, où il y avait certains membres de gouvernement qui circulaient d'établissement en établissement, soit disant qu'ils veulent convaincre la base. Mais les gens, les acteurs de la STT sont là. Mais allez directement vers eux, c'est eux qui ont lancé la grève. Quand on lance la grève, quand vous allez vers ces acteurs de la STT, il suffit seulement qu'ils disent que la grève est levée, c'est fini, tout le territoire est... Et tous les fonctionnaires comprennent. Si vous suivez bien la synergie, on dit que la base n'a pas levé la grève.
Tout à fait. Pourquoi la base a décidé d'aller en grève. Tout à fait. Pourquoi le gouvernement a jugé bon d'aller rencontrer la base? Non, c'est une démarche, c'est une démarche hasardeuse et ça frise le cafouillage. Pourquoi le cafouillage? Parce que si ils sont allés au lycée de Tokoin, le lendemain ils sont allés à Baguida. Je me demande à cette allure s'ils vont sillonner toutes les écoles du Togo, tous les hôpitaux du Togo. Je parie que même 10 ans ils ne pourront pas finir ces écoles et ces centres de choses. Ça c'est du cafouillage. Il faut poser des actions concrètes, des actions qui sont de nature à amener la STT à revoir sa copie et à s'entendre. C'est des intellectuels, il faut discuter avec eux, leur montrer le tableau, surtout le langage de vérité, c'est ça qui compte. Il faut dire il y a ceci, il y a cela, les gens vont comprendre. Mais lorsque vous dites des choses et après tout on voit le contraire, c'est ça qui amène les gens à s'énerver, c'est tout. Est-ce que vous partagez l'avis d'Ibrahim par rapport à ce courrier et la tournée des ministres pour aller rencontrer la base et lui expliquer à peu près les vraies raisons qui peut-être sous-tendent les actions du gouvernement? Moi je dirais que la démarche du ministre en question est une démarche scandaleuse. Elle est d'une rare provocation. Elle ne vient pas pour ramener une certaine sérénité, mais elle vient pour compliquer une situation déjà existante sur le terrain. Je voudrais que des gens commencent par réfléchir avec leur tête. Parce que la circulaire que vous avez lue, je ne pense pas qu'à une période aussi délicate, on puisse se donner cette liberté-là de sortir un communiqué comme cela. C'est triste. Mais je crois que le gouvernement a été formé pour que les gens assument à fond leurs responsabilités. Ils ont été cooptés dans l'équipe gouvernementale par rapport à une certaine vertu qu'on a reconnue. Mais ça aussi, c'est assumer sa responsabilité. Je viens par rapport à une certaine vertu qu'on a reconnue en eux. On ne va pas demander aux chefs de l'État de venir le faire à leur place. Mais je suis scandalisé, je suis choqué de voir que on est en train de compliquer la situation par des comportements un peu trop désuètes qui aggravent encore un peu la donne sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut sortir un communiqué comme ça, demandant de retrouver ceux-là qui auraient comptabilisé 10 choses? On ne va pas aussi rester les bras croisés. Mais vous savez, l'administration togolaise ne tourne pas comme il se doit par rapport à un fait antérieur. Vous conviendrez avec moi que de par le passé, il y a eu des grèves et on a dû licencier sèchement certains. Et on a dû recourir à certains. Et ces gens-là sont des gens approximatifs, sans aucun bagage. Sans aucun bagage. Et l'écart que l'administration togolaise est en train de supporter jusqu'alors, ça vient de cette paix. C'est peut-être à partir de là même qu'on a commencé par observer à une intensité assez vive les actes de corruption. De corruption et tout. Des gens sont venus parce que on a eu à avoir recours à eux sans qu'ils ne le demandent. Aujourd'hui, on demande de cibler ceux-là. Donc, on est en train de tuer à petit feu notre administration. On est en train de provoquer ceux-là qui sont déjà sur le terrain avec qui on peut dialoguer, s'entendre. Sinon, je vois la note quand même sortie par le ministre de scandaleux, d'une approche aussi provocatrice qui risque de réduire les situations, de réduire les prises de position. Parce que moi, je me dis que les gens au niveau de la STT sont des gens quand même bien sensés. C'est des gens d'un certain niveau. Et c'est des gens qui peuvent avoir des concessions à faire. Mais à partir du moment où leur vis-à-vis se signale, se singularise par des positions qui ne prédisposent pas à un dialogue, à une compréhension mutuelle, je crois que là, ceux-là qui auront sorti cette circulaire vont assumer ce qu'il adviendra. Donc, je me dis que c'est dommage qu'on soit là à ces positions tatillonnes, à la fin de casser une dynamique. On veut bien que toutes les parties s'entendent et que le langage de la franchise, de la vérité se lise. Parce que si les gens estiment que leurs 280 points, ils ne peuvent pas négocier cela, c'est au regard de certains paramètres qu'ils auraient sur le terrain. Aujourd'hui, il va falloir que le gouvernement aille les convaincre que vous avez demandé 80 points. Mais c'est vrai, on veut bien vous les faire, mais au regard de ce que nous avons. Et ils peuvent sortir des calculs
des chiffres à l'appui pour étayer un peu leur argumentaire. Et là, cela va convaincre. Mais à partir du moment où on est en train d'oser l'approche punitive, moi je crois que ça risque de créer une situation à laquelle on ne saurait trouver des solutions. En tout cas, je crois, Ibrahim l'a dit tout à l'heure, ça peut amener à réduire les positions. Et hier, en conférence de presse, la synergie des travailleurs du Togo a informé quand même de la tenue d'une assemblée générale aujourd'hui en synchronisation sur toute l'étendue du territoire national pour décider de l'action à mener. Et puis dans les coulisses, on entend parler d'une semaine bloquée de grève sans peut-être service minimum. Ibrahim, quel est alors l'avenir de cette situation que nous vivons? Oui, sur disons cette décision. Parce qu'il va falloir protéger les gens qui sont visés par ce courrier. Tout à fait. Mais je pense que c'est aller faire une grève d'une semaine sans service minimum. J'ai bien dit selon nos informations. Oui, non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je disais aussi que c'est des informations qui nous sont parvenues. Et que si la synergie, la STT veut opter pour la radicalisation, je pense qu'elle n'est pas en train de jouer un franc jeu. Mais elle a, je l'ai dit, elle a quand même accordé une semaine de sursis au gouvernement pour ouvrir les discussions. Même si une deuxième semaine encore, ce n'est pas encore trop. Vous savez que quand on est en pourparlers, il y a toujours un temps pour s'entendre et on peut passer aussi beaucoup de jours, beaucoup d'heures aussi. Et au finish, on finira par s'entendre. Donc on se dit que c'est un temps de latence. Ils sont en train de s'observer, ils sont en train de voir est-ce que l'autre camp est en train de mettre de l'eau dans son vin. Est-ce qu'au niveau du gouvernement aussi, on est en train de jouer au compromis? Est-ce qu'on est en train de voir est-ce qu'il faille aller vers un dialogue ou bien il faut accepter ce que la synergie est en train de réclamer? Donc disons que chacun est en train de s'observer. Et donc au niveau de la STT, je ne souhaite pas, c'est mon avis, qu'on aille vers la radicalisation. Parce que c'est vrai qu'il y a des courriers, des circulaires qui frisent un peu la provocation, qui frise un peu une approche punitive, comme le disait M. Tchakala, mais ce n'est pas une raison pour amener la synergie à vouloir faire une grève sèche et à priver les concitoyens de tout ce qu'il y a comme service. Parce que quand on dit qu'il n'y a pas de service minimum au niveau de l'hôpital, vous conviendrez avec moi que on est en train d'envoyer encore des gens vers l'au-delà. Si dans l'enseignement, on ne va pas à l'école, c'est que c'est l'avenir aussi des élèves qui est aussi hypothéqué, et y compris les enfants de ces mêmes fonctionnaires, puisque les enseignants aussi ont des enfants qui sont aussi dans les écoles. Donc comprenons que ce n'est pas une approche qui amène le peuple à sortir gagnant. Et aussi, il faut quand même que au niveau de la synergie, on ne rentre pas dans une position de défiance. Il y a toujours dit que dans les rapports entre employés et employeurs, on ne rentre pas dans la défiance. Quand vous faites une grève, c'est pour amener l'employeur à considérer certaines positions et surtout à discuter avec vous. C'est ça le but même de la grève. Le but de la grève, ce n'est pas pour paralyser un secteur donné, mais c'est de contraindre les employeurs à discuter avec vous et sur un point donné. Donc je pense que est-ce qu'aujourd'hui sur cette approche, la STT devrait continuer par chercher les voies de dialogue et continuer toujours par envoyer des signaux disons positifs à l'endroit du gouvernement pour que le gouvernement aussi comprenne que ces messieurs sont revenus à de meilleurs sentiments. Nous pouvons maintenant discuter avec eux et ça va aller. Mais il y a aussi un aspect que je voulais évoquer, c'est que depuis que notre médiateur national a été nommé, mais c'est comme si ce poste a été créé juste seulement pour décorer disons le protocole togolais. Parce qu'on n'utilise pas cette dame dans ces négociations. En principe, le médiateur de la République doit être sollicité dans ce tournoi, dans cette situation de grève. Elle doit rentrer déjà dans son rôle, ou bien la STT
fait appel à notre médiateur de la République pour essayer d'aller vers le gouvernement. Puisque la médiation, c'est quoi? C'est cela aussi. Quand il y a grève, quand il y a des tensions, le médiateur aussi doit rentrer en jeu et amener les deux parties à une conciliation. Elle peut le faire aussi. Donc, il faudrait quand même qu'on commence par penser aussi à ce côté, que la synergie utilise aussi, disons, la voie de la médiation en passant par Madame Awanana, et on verra, peut-être qu'elle pourra aussi faire quelque chose, apporter un déclic dans cette situation. Est-ce que Tchakala, aujourd'hui, vous lisez dans les faits des uns et des autres l'envie de trouver une solution à cette crise sociale? Oh non, parce que d'un côté, on maintient la grève de sitting, de l'autre côté, on maintient ce que les autres appellent menace et intimidation. Je crois que les positions se radicalisent de plus en plus. Je crois qu'il y a une volonté de défiance de part et d'autre au niveau du gouvernement. On pense qu'on peut maîtriser la situation, surtout avec la dernière circulaire émanant du ministère des Enseignements primaires et secondaires. Et au niveau même de la synergie aussi, vous savez, la dernière fois, quand on avait menacé cette centrale-là de prendre des mesures en leur encontre, ça a eu le mérite de durcir les positions, d'amener ces gens-là à être un peu plus intransigeants sur leurs positions. Et maintenant, cette situation-là n'est pas de nature aussi à faire baisser d'un cran la tension qui est déjà perceptible. Et vous conviendrez avec moi que quand on prend les agents de santé, ils sont plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers sur le terrain. Quand on prend les agents de l'éducation aussi, c'est plusieurs dizaines de milliers. Et maintenant, quand on sait que la mayonnaise de la synergie a pris, c'est-à-dire que tous les syndiqués sont dans la dynamique d'observer le mot d'ordre de la centrale. Je vois mal comment on peut sortir un tel communiqué, parce que cela équivaudrait à renvoyer presque, à prendre bien cette mesure-là disciplinaire contre plusieurs dizaines, plus de 50 000 choses. Est-ce que sur le terrain, on a des gens à venir se substituer à ceux-là qui existent déjà sur le terrain? C'est pour ça qu'on demande de les identifier. Et les identifier comment? C'est un peu absurde quand on prend le corps des agents de santé. C'est pas des bouchers. C'est pas des bouchers qu'on peut aussi. Bon, tu es heureusement qu'il n'y a pas une autre qui demande d'identifier les gens qui sont prêts à exercer. Mais à cette allure, on en arrivera. On va changer aussi les médecins. Absolument, parce qu'eux aussi sont. On les remplacera par qui finalement? On dit de les identifier. Qui va les identifier? On demande même aux directeurs régionaux d'identifier. Ça veut dire que n'importe quel foutriquet dans le besoin ira que non, je suis apte à exercer. Et vraiment, les embauches. Et c'est la catastrophe qui est vite arrivée. On dit que le niveau de l'éducation, de l'enseignement, un rabais depuis quelque temps. C'est vrai, mais c'est par rapport à ces approches bancales-là et que le mal est en train de devenir une gangrène. Donc vous conviendrez avec moi que les positions sont hyper tranchées, et à cette Assemblée générale qui sera synchronisée sur toute l'étendue du territoire national, vous ne vous attendez pas à observer une certaine allégeance de la centrale. Parce qu'il y a déjà l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête des gens, il faut les protéger. Les gens diront advienne que pourra. Donc en baissant un peu d'un cran la situation déjà existante, ça veut dire qu'on est en train de lâcher ceux-là qui seraient ces brebis-là. Voilà. Donc, je crois qu'il faudrait de la part du gouvernement qu'on reconsidère un peu la note là, que les gens dénoncent un peu le caractère un peu qui viendrait corser la donne déjà sur le terrain. Donc, moi, je me dis, je rejoins mon cher ami, que c'est vrai, face aux besoins, on panique et on pense que toutes les solutions seront les bonnes pour peut-être ramollir certaines ardeurs sur le terrain. Mais cette décision-là n'est pas de nature à ramollir les ardeurs. Elle est malvenue. Elle peut-être participera à peut-être radicaliser certaines positions, et vous conviendrez avec moi aussi avec toutes ces conséquences possibles, que les conséquences à court et long terme risquent d'échapper au gouvernement. Et quand vous parlez tantôt est-ce que ça aura le mérite de baisser d'un cran la donne sur le terrain, je me dis qu'il faut s'attendre encore au pire.
On ne le souhaitait pas. Mais franchement, que les gens arrivent à se transcender, à dire que non, les efforts ont été faits. La dernière fois, j'ai pu voir un peu la courbe des salaires depuis 2008 jusqu'à ce jour. On ne va pas dire que les fonctionnaires de tous les secteurs de l'administration sont perdants. Il y a eu quand même des efforts conséquents qui ont été faits en leur faveur. Et je crois qu'il faut prendre en compte cela. Parce que si tous les autres secteurs aussi doivent se lever et demander, je crois que cela annihilerait la dynamique actuelle de la synergie. Il faut comprendre que on ne peut faire que la politique de ses moyens. Et si aujourd'hui, face à la donne, le gouvernement se trouve un peu paralysé ou bien un peu en mal de donner satisfaction, c'est que quelque part, c'est de bonne foi qu'il n'y a pas suffisamment d'argent dans la cagnotte. Il n'y a pas suffisamment d'argent dans la cagnotte. Au même moment, on est en train de demander l'identification des gens qui ont comptabilisé 10 jours de grève et également procéder à l'identification au plan régional de tous les candidats potentiels prêts à exercer la profession enseignante. Au même moment, au niveau de la SNPTE, il y a eu grève, donc où il y a grève, les agents réclament là-bas aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. Et au même moment, les chefs des établissements primaires et secondaires menacent de ne pas organiser les compositions de deuxième et troisième trimestre, voire le CEPD, parce qu'ils se disent que depuis qu'on a proclamé la gratuité des cours primaires, les mesures d'accompagnement ne parviennent pas, y compris les fonds péris. C'est une situation que je qualifierais de dramatique. Et ce n'est pas seulement au Togo qu'on rencontre cette situation. Si j'ai bonne mémoire, tout récemment au Gabon, il y a eu aussi la même situation. C'est aussi pour vous dire que sur tous les cieux, sous tous les cieux plutôt, un peu partout, que ce soit au Togo, au Bénin, au Gabon, un peu partout, il y a cette situation de crise qui amène les gouvernants ou bien disons les autorités de ces pays à ne pas pouvoir faire face valablement à certains défis qui se posent dans leur pays. C'est dû peut-être au fait qu'il y a la rareté des ressources et aussi la cagnotte, c'est-à-dire que la mobilisation des fonds qui se fait dans ces pays n'est pas de nature à pouvoir amener les gouvernants à satisfaire tous les besoins. Et donc, face à cette situation qui n'est pas propre, qui n'est pas seulement, disons, qui n'est pas singulier au Togo, nous dirons seulement que tous les acteurs fassent preuve de modération dans leurs revendications et surtout à ne pas glisser sur le terrain du radicalisme et surtout de la défiance de l'autorité. Il faut discuter toujours, même si vous avez des mouvements de grève, essayez de comprendre ce que dit l'administration, ce que dit votre employeur, discuter. Essaye de vous comprendre. Tout à fait. Essayez de comprendre ce que dit l'administration. Et à votre tour aussi, au niveau de l'administration, ce que l'administration aussi tienne un langage de sincérité et surtout de vérité. Surtout de vérité. Vous savez que les employeurs plutôt, ils sont à la tâche, ils voient au quotidien tout ce qui se fait. Ils voient les mouvements des fonds, tout ceci. Et lorsqu'ils sont conscients aussi de ce qui est dans la cagnotte. Tout à fait, ils sont conscients de ce qui est dans la cagnotte. Mais lorsque certains de leurs employeurs se donnent le plaisir de vivre comme des sultans, et ça donne aussi certaines fois à réagir. Et on se dit que, au fait, nous avons des ressources, mais c'est notre employeur qui s'en accapare et lui seul, il jouit de tout ce que nous faisons comme travail et des fruits de notre labeur. Et là, ce n'est pas bien. C'est ce qui amène certaines fois aussi à critiquer, à avoir des mouvements de contestation et autres. Or, en réalité, si on veut être raisonnable, quand vous discutez, vous regardez bien les chiffres, vous allez voir que certaines fois des revendications sont fantaisistes. C'est-à-dire qu'on met certes la barre très haut, c'est une technique en matière de négociation, on met la barre très très haut, mais au finish on finit par s'entendre et on revient à la normale. Donc je pense qu'au niveau de la synergie, quand on parle actuellement de 280 points,
240. 280 points. 280 points. Et c'est qu'on a mis la barre très haut. Le gouvernement aussi doit comprendre qu'il faut discuter avec des gens. Si vous permettez, selon le porte-parole de la STT, ils ont remis un document qui revient sur l'origine des 280 points, un travail qui a été fait entre des experts du ministère de l'économie, des finances, de la fonction publique, un peu partout de l'administration, qui ont accouché de ces 280 points. Donc, selon lui, ce n'est pas une invention de la... Nous ne disons pas que c'est une invention. Mais il faut voir, en l'état actuel de nos ressources, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que ça peut s'appliquer dans notre pays? Donc c'est pourquoi j'ai dit qu'on a mis la barre très haut. Il suffit seulement au niveau du gouvernement qu'on trouve de bons interlocuteurs, de bons négociateurs. Pas n'importe qui. N'importe qui ne peut pas aussi aller en négociation. Il faut chercher des gens qui ont l'art de la négociation, des gens qui ont la rhétorique, la patience nécessaire pour pouvoir écouter l'interlocuteur et ensemble faire de bonnes propositions, convaincre l'interlocuteur dans un langage très courtois et amical. Je pense que les gens vont finir par s'entendre. Mais quand les gens arrivent avec une position de supériorité, de domination sur leur interlocuteur, vous allez voir que la communication ne va pas passer. Ça fausse un peu le rapport et c'est pas bien. Il y a un point peut-être, je ne sais pas si vous l'avez constaté, quand je prends l'aspect lié au chef d'établissement qui parle des fonds de roulement des établissements et des fonds péris. Nous savons qu'il y a quelques jours, les partenaires ont encore renforcé leur rapport par rapport à ces fonds péris et on dit au chef d'établissement que ces fonds sont bloqués quelque part sur un compte et depuis plus de 6 ans, c'est indébloquable. Et mon cher Audrey, il ne fait pas bon d'être responsable d'un établissement par 7 ans depuis que cette gratuité de l'enseignement au niveau du préscolaire et du primaire a été décrétée. Et je te dis que être directeur d'établissement, c'est vraiment... C'est la croix et la bannière. C'est un chemin de croix. J'en sais quelque chose. Vous savez, pendant toute l'année, je crois qu'ils ont on leur alloue, je crois, une cinquantaine de millions de francs. Et pour les besoins de l'établissement... Par tranche également. Par tranche, et ça vient pas. Au compte-gouttes, l'année passée, ils n'ont eu que 60% de ce qui leur était dû. Les 40%, on ne sait pas là où c'est passé. Et tenez-vous bien, cette année encore, nous sommes en mars, ils n'ont pas encore eu un premier versement par rapport à ce qui leur est dû. Alors qu'ils roulent l'établissement, les établissements roulent depuis la rentrée. Et tenez-vous, pour les besoins, les petites courses ralliées, le ministère, les inspections, les directions, même tout les ça, craies, là, ils ont 30 000 francs pour le faire. Vous conviendrez avec moi qu'il y a certains établissements qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres des inspections, même des directions. Avec des rapports à déposer à chaque avec des rapports avec des réunions à tenir. Donc vous savez, c'est difficile à tenir. Et pire encore, chaque classe a 3 paquets de craies blanches et un paquet de craies de couleur pour toute une année. Quand on sait que le premier outil de travail, c'est la craie, est-ce que vous pouvez tenir? Je crois que c'est difficile si ces enseignants. Et même, tenez-vous bien, les matchs inter-établissements, ce qu'on appelle les interclasses. Non seulement ça, il y a des matchs entre établissements et entre inspections. Certains établissements n'arrivent même pas à assumer ça. Parce que s'il faut transporter les élèves, les joueurs, d'un point à un autre, c'est à la charge des établissements, alors que ces établissements n'ont rien. Un élève qui va et qui se blesse et qui se casse la jambe, c'est aux frais de l'établissement. Donc, il n'y a aucune cagnotte réservée à cette part. Donc, certains responsables. Il y a aussi l'achat de l'ensemble géométrique. L'ensemble géométrique, tout ça, les équerres, tout ça. Même les dictionnaires, c'est extrêmement difficile d'être directeur d'établissement par 7 ans qui courent, surtout depuis que cette gratuité a été décrétée. Il va falloir quand même qu'on revoie un peu la copie. Sinon, dans l'état actuel, c'est difficile. Parce que surtout avec leur menace de ne pas organiser, puisque on peut beau trouver aujourd'hui une solution à la situation des travailleurs, mais quand les chefs d'établissement disent ne pas pouvoir organiser les compositions de 2e trimestre, 3e trimestre et le CEPD
quelle sera alors l'issue de l'année scolaire? C'est la grande question. On va parler finalement politique, puisqu'il ne nous reste pas trop de temps. Si vous permettez, par rapport au fonds Péri, je voudrais placer un mot et dire que nous sommes... Vous connaissez le compte sur lequel c'est bloqué? Non, vous avez la clé? je ne parle pas du compte et pourquoi le compte est bloqué et tout ça là, mais je vais parler du processus de décaissement. Parce que c'est un projet, et quand on parle de projet, on ne se lève pas un matin, on dit, bon, donnez-nous 300 millions ou bien donnez-nous telle cagnotte et nous allons commencer par fonctionner. Il faut faire... il y a tout un critère, il y a toute une formalité à faire pour pouvoir obtenir le décaissement des fonds. Et à ce niveau, il y a certains fonctionnaires qui se livrent à la paresse. C'est-à-dire qu'ils ne voudraient pas se mouiller, travailler, c'est-à-dire élaborer tout ce qu'il y a comme les documents pour pouvoir obtenir ce décaissement. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Je veux revenir sur la question de la corruption qui gangrène l'administration publique togolaise. Les gens sont très entreprenants lorsqu'ils savent qu'ils auront à gagner des ressources sur des projets. Mais lorsqu'ils se disent lorsqu'ils sont conscients que en faisant tout ce travail, j'ai seulement mon salaire et qu'au finish, je n'aurai pas quelque chose à gagner, je n'aurai pas à empocher certains billets de banque par rapport à ce qui a été fait sur ce projet, ils se montrent moins entreprenants. Et là, il faut demander de la part du ministre, M. Maganawe, de faire diligence et d'identifier ceux qui sont ceux qui sont chargés d'élaborer ces documents pour favoriser ce décaissement, de les motiver à faire ce travail, d'aller vers eux, de discuter avec eux pour que ces gens-là se mettent au travail. Parce que quand on ne le fait pas, c'est des fonds qui restent là-bas et quand vous n'arrivez pas à les consommer, c'est que l'année prochaine, on ne les reconduit pas. Et l'enveloppe est en train de réduire. Non, mais c'est des manques à gagner pour la nation togolaise. C'est des manques à gagner. Donc que les gens sachent que quand on veut travailler, on travaille pour la nation, certes, mais qu'on ne pense pas que si on ne trouve pas son compte dans ce qu'on est en train de faire, on peut sacrifier l'intérêt général et comme ça parce qu'on n'a pas trouvé son compte. Je me dis que c'est cette façon aussi qui amène les gens à ne pas aussi se montrer entreprenants et à travailler véritablement pour que les choses... Depuis le mois de décembre, tous les chefs d'établissement se sont constitués en un collectif. Ils viennent d'un peu partout, de toutes les préfectures, de toutes les régions, en un collectif pour réclamer de vive voix l'amélioration aussi de leurs conditions de gestion des établissements. Et par rapport au fonds Péri, on leur a fait croire, le ministre leur a fait croire que les fonds, il est entré en action, les fonds seraient quelque part au niveau du trésor public, sauf que jusqu'au mois de mars, ces fonds ne sont pas encore disponibles pour les chefs d'établissement. En tout cas, nous y reviendrons. Nous allons parler politique avec un sitting. On démarre avec le sitting des ODDH qui doit avoir lieu ou qui peut-être qu'il y a lieu. Avant d'entrer en studio, quand même, on a fait les tractations, mais il n'y a pas tellement d'informations claires autour de la chose. Mais selon les prévisions, il devait y avoir un sitting devant le siège de la CENI, un bras de fer engagé entre donc le président de la délégation spéciale de la commune de Lomé et les organisateurs de ce sitting. Le président de la délégation estime que c'est la voie publique et puis de surcroît il y a l'ambassade des États-Unis, un cadre qui nécessite beaucoup plus de sécurité. Donc ce sitting ne peut pas avoir lieu, mais les organisateurs ont insisté, on ne sait pas ce que ça va donner. Également à la dernière minute, on apprend la désolidarisation de Sibal Togo, de cette action-là. Sibal qui sera peut-être en conférence de presse cet après-midi à partir de 15h au centre communautaire de Bain pour éclairer sur la situation. Un commentaire, Tiakala? Moi, je dirais tout simplement que force doit être à la loi. Et nous ne sommes pas dans une jungle où n'importe qui va se lever et faire ce qui lui passe par la tête. Et nous n'allons pas créer des situations qui, avec le temps, risquent de nous rattraper. Le Togo est un État responsable, dirigé par des gens. Et quand ces gens-là viennent à refuser certaines choses de par la pertinence qu'ils verraient autour de la chose, je crois que les gens doivent se plier autour. Quand on décide aujourd'hui d'aller faire un sitting au niveau de la CENI pour demander l'arrêt du processus, moi je dis que c'est trop osé, c'est trop osé. Ils étaient où?
quand tout était lancé. Je me dirais que c'est des aventuriers, c'est des gens qui veulent tirer le pays vers le bas, c'est des gens qui veulent que le Togo tombe dans une situation qui prédisposerait à n'importe quel guidame de se lancer dans l'aventure. C'est extrêmement périlleux, c'est extrêmement grave. Moi, aujourd'hui, ce que les ODDH sont en train de faire, c'est grave pour la paix sociale, c'est extrêmement grave pour le processus qui est en cours. On veut plus de sérénité que de ces histoires montées de toutes pièces pour émouvoir que pour faire sérieux sur le terrain. Moi, je ne saurais m'associer à cela. À partir du moment où aucun membre de ces associations de défense des droits humains n'est candidat, qu'on laisse ceux-là qui ont accepté dans l'état de se positionner, qu'ils assument. Mais ils estiment se préoccuper de l'avenir de la nation. Mais est-ce que ces gens-là se préoccupent plus que ceux-là qui sont candidats? Je ne le crois pas. S'ils se préoccupaient, je crois que vu le pourrissement que connaissait la situation au regard des réformes à opérer, ils se seraient mieux pris que de s'acoquiner avec certains qui avaient des agendas cachés. Aujourd'hui qu'ils se trouvent dos au mur, ils estiment qu'il faut aller faire des sittings au niveau de la CENI. Et à ce qu'on sache, il y a certains représentants de certaines forces politiques qui sont représentés au niveau de la CENI. Ces gens-là n'ont pas encore crié que non, tout ce qui se fait n'est pas conforme avec ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendaient. Ces gens-là n'ont pas encore rendu leur tablier. Donc, je ne pense pas que les organisations de défense des droits humains qui se lancent dans cette aventure sont plus habilitées à reconnaître le travail qui se fait. Il y a également des partis politiques, des partis comme le... il y a des partis politiques comme lesquels qui s'associent. Non, puisqu'il y a plusieurs courants aujourd'hui. Il y a un courant qui appelle au boycott, piloté par le CAR, Comité d'action. Mais est-ce que le CAR s'est lié à ce sitting? Non. Vous comprenez que c'est un peu fantasiste ce que les gens sont en train de faire. Moi, je dis qu'on veut créer l'événement. Ça fait longtemps que ces gens-là n'ont plus mené des actions et ça rentre dans cette dynamique-là de créer l'action, de se faire entendre et tout ça. Sinon, dire qu'on va pour arrêter un processus déjà bien enclenché, je crois que c'est un peu trop osé. Nous estimons qu'ils ont autre chose à faire que d'ennuyer les travaux qui sont en cours au niveau de la CENI. Depuis hier, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les 5 dossiers de candidature déposés sur sa table et ces 5 dossiers sont passés. Donc, ces 5 retenus pour le scrutin du 15 avril prochain, un scrutin auquel appelle au boycott le Comité d'action pour le renouveau. Et de l'autre côté, il y a également un collectif d'associations de mouvements d'étudiants et d'élèves qui est sorti mardi dernier et qui demande tout simplement également l'arrêt du processus, opérer les réformes, parce qu'ils se préoccupent également de leur avenir. En tout cas, Ibrahim, aujourd'hui, on comprend que ceux qui voudraient bien que le processus électoral soit interrompu sont en train peut-être de se faire entendre. Bon, effectivement, et M. Tchakala disait tout de suite que toutes les occasions sont bonnes pour pouvoir se faire aussi, se manifester aussi, manifester son existence sur la scène politique ou bien la scène associative dans notre pays. Et je dirais que c'est dans cette optique que nous assistons ces derniers temps à des agitations un peu partout, et où il y a des associations qui existaient seulement sur papier, qui ont refait surface. Il y en a aussi qui sont créés tout récemment et qui ont commencé aussi par utiliser ce prétexte des élections et de boycott de ces élections pour se faire aussi entendre. Donc, sur le plan, disons, loi, ce n'est pas interdit quand même à ce que des associations ou bien des regroupements de partis politiques mènent des actions. C'est très fondamental et ça fait aussi vivre la démocratie. Nous sommes dans un état démocratique et lorsque les gens veulent manifester leur mécontentement, je pense que c'est de leur droit. Mais au même moment, la même démocratie n'accepte pas le désordre. C'est en ce sens que nous n'allons pas peut-être approuver le comportement de certains concitoyens
qui appellent au boycott des élections. Vous savez qu'aller voter, c'est un devoir civique. Et en tant que citoyen, nous devons aller voter pour choisir celui qui va diriger notre pays dans les 5 ans à venir. Vous savez que le mandat du président actuel tire à sa fin. Et donc, selon l'agenda républicain, nous devons aller aux élections présidentielles. Sur ce plan, tous les Togolais savent que à partir de mi-avril, nous serons appelés à aller voter. Et chacun exercera son droit que le confère la Constitution togolaise. Certains choisiront de ne pas aller voter. C'est leur droit. Certains, voilà, ce sont les abstentionnistes. Certains aussi iront voter parce qu'ils se sentent togolais et ils ont ce droit. Ils disent qu'il faut quand même qu'on aille voter, qu'on aille choisir. Ma voix doit compter dans le choix du candidat, de ce monsieur qui va régenter la vie de notre pays. Donc, je pense que tout le monde a le droit d'aller voter ou de ne pas aller voter. Mais là où le vrai problème se pose, c'est que des gens n'appelle pas au boycott. Quand on appelle au boycott des élections, ça frise ce que nous appelons c'est un complot ourdi contre le processus. Et il y a aussi notre loi aussi, et qui n'est pas aussi tendre envers ceux qui tenteraient de créer des ennuis au processus électoral enclenché dans notre pays. Parce que quand on parle des élections, vous savez que c'est un processus très sérieux et on ne devrait pas badiner avec les élections. Et vous savez, les élections présidentielles, ce que ça représente dans notre pays, c'est un acte souverain, c'est le peuple qui détient cette souveraineté. Quand on appelle le peuple à une consultation électorale, il ne faudrait pas que certains esprits, certains citoyens se jouent vraiment au trouble fait et que leurs actions soient de nature à compromettre ce processus en cours. Donc, ce que nous allons demander, c'est que ces associations qui sont en train de s'agiter, excusez-moi le terme, doivent aussi comprendre que la démocratie voudrait que le Togo organise les élections et que ceux qui ont décidé d'aller à ces élections, on doit les laisser librement aller à ces élections et non poser des actes qui sont de nature à saboter le processus. C'est pas aussi très bien. Par rapport au boycott, c'est vrai que le comité d'action pour le renouveau appelle au boycott, sauf que certains observateurs ne comprennent pas comment on peut au même moment appeler les gens à boycotter le scrutin et participer à son organisation, puisque le parti est représenté à la CENI. Mais les gens n'ont jamais démissionné là-bas. Oui, avant d'arriver à cela, moi je vais plutôt m'appesantir sur les candidatures. Les 5 sont passés à travers le tamis de la Cour constitutionnelle et c'est un événement très heureux. Il ne pouvait pas en être autrement. Et le travail fait par la Cour constitutionnelle participe à cet apaisement-là qu'on veut avant d'aller à cette élection. Même si à un certain niveau, des faveurs ont été faites. Là, je crois que non, on se connaît, on sait ce qui se passe dans le pays. Là, je crois que la Cour constitutionnelle a joué un rôle vraiment de garant aussi de l'apaisement social que nous voulons avant l'entame des choses sérieuses. Donc, chapeau à cette Cour constitutionnelle. Maintenant, au-delà de ça, ceux-là qui sont au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, les partis qui sont là, qui font le travail qui leur est dévolu et qui demandent en même temps au niveau de leur état-major de boycotter la prochaine élection, je crois que ce parti-là c'est ce qu'il est en train de faire et ce parti-là ne s'inscrit pas seulement dans la dynamique de la présidentielle. Peut-être qu'après la présidentielle, il y a d'autres élections à venir, notamment les locales et qui vont redistribuer les cartes. Donc je crois que si le quart est toujours au sein de la CENI, représenté à la CENI, et que les travaux se font sans qu'il y ait défection de ce parti au sein de la CENI, c'est au regard des échéances à venir. Maintenant, le
CAR a ses raisons. Le CAR affirme que sans les réformes, ces élections-là n'auront aucun sens. Ça engage le CAR. Mais ceux-là qui ont opté à aller à ces élections sans les réformes aussi ont leur raison d'y aller. Ils vont pas comme ça tout de go, comme si c'était des moutons à qui on demande d'aller prendre part à quelque chose. C'est des gens réfléchis, c'est des gens qui quand même mesurent la portée des actes qui sont en train de poser sur le terrain. Donc franchement, moi je trouve indécent quand même qu'on force la main à certains d'observer le boycott, non? Si certains estiment qu'ils ne sont pas prêts à aller dans les conditions actuelles, ça les engage. Et ceux-là qui ont estimé qu'ils ont des chances à faire valoir au cours de cette élection aussi, ça les engage. Donc, qu'on laisse à chacun jouer sa partition sur le terrain. Donc, et même les associations qui sont allées pour observer ce sitting-là, je pense qu'aucun parti ne leur a demandé d'aller faire cela. Ils ont pris sur eux cette responsabilité de le faire. Si la NC ou bien CAP 2015 ou bien Maître Tchassona ou bien chose leur avait demandé, on comprendrait que c'est des partis qui leur ont demandé ça. On peut pas, ils ne sont pas plus responsables que ceux qui ont opté d'aller à ces réunions, qu'ils laissent tranquille la CENI faire son travail. Et au finish, le soir du 15 avril, on verra si ceux-là qui ont demandé le boycott auront raison, ou bien ceux-là, les participationnistes auront raison. Donc, franchement, la démocratie voudrait que chacun joue sa carte, puisque le Togo, c'est un territoire quand même grand. C'est un territoire grand où chacun a son rôle à jouer, mais aller quand même forcer la main à certains de faire ce qu'ils ne voudront pas faire, je dis que c'est faire entrave aussi à cette démocratie-là. Voilà, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, des élèves donc, qui se sont regroupés au sein d'un collectif appelé Flambeau Citoyen exigent l'arrêt du processus et les réformes, parce qu'ils disent que sans réforme, ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection. C'est une instrumentalisation et ça, il ne faut pas se voiler la face. Il y a les mains, il faut voir les mains de certains acteurs, ceux qui prônent le boycott derrière. Pourquoi je le dis? Parce qu'un élève, vous avez bien dit les élèves, leur place c'est à l'école. Les étudiants, leur place c'est dans les universités. Association et mouvement d'étudiants et d'élèves. Un instant, leur place c'est dans les écoles. Leur place, c'est dans les universités. Quand on parle d'un collectif d'étudiants et d'élèves, ce qu'ils ont de plus précieux à réclamer, c'est les bonnes conditions d'enseignement, c'est les bonnes conditions de travail, c'est les bonnes conditions d'études et non des réclamations politiques. Parce que ce qui se fait actuellement est une réclamation politique. Et là, l'école est apolitique, on ne devrait pas glisser sur ce terrain. Si vous voyez des élèves qui se livrent à ce genre de choses, c'est qu'il y a des mains derrière. Et ces mains-là, c'est les partis politiques. Je me rappelle tout récemment, il y a un de nos confrères qui a fait une déclaration et que nous avons trouvé beaucoup trop osé, mais avec les derniers développements, nous sommes en droit de dire que effectivement ce confrère a raison. Ce confrère nous a fait part d'un certain complot ourdi et il a suffi qu'un monsieur qui a testé les velléités de contestation dans un pays arrive dans notre pays, ici au Togo, et ce monsieur a rencontré des groupements d'élèves et d'étudiants à qui il a essayé de passer le mot de passe, comment on peut agir dans un pays, c'est-à-dire, je parle des élèves, comment les élèves peuvent s'organiser pour aider les politiques à atteindre un objectif. Donc, le passage de ce monsieur dans notre pays a été ponctué par des rencontres avec des groupes d'étudiants et d'élèves. Ce sont les informations que nous avons eues. Et le plan a été ficelé de manière que lorsqu'il y aura un petit mouvement dans le pays, ces associations d'élèves et d'étudiants vont rentrer dans la danse et commencer par poser des actions qui seront de nature à saboter le processus et surtout saboter les actions du gouvernement. Lorsque nous avons eu ces informations, nous avons dit que c'était trop osé. Mais à l'allure où vont les choses actuellement, nous commençons par comprendre qu'effectivement, il y aurait eu quelque chose comme ça et que les gens sont en train de mettre en place ce plan de contestation et ce plan d'action incivique qui seront de nature à bouleverser notre pays et à faire basculer le pays dans l'anarchie, dans le désordre. Je pense que les élèves à qui on a passé ce mot devraient réfléchir par 1000 fois et savoir que leur place, c'est d'aller étudier
et ses étudiants, c'est d'aller à l'université, aller se former pour la relève de demain. On ne veut pas d'eux sur la scène politique pour venir influencer qui que ce soit. De grâce, ce qu'ils ont de meilleur à faire, c'est d'aller étudier et sérieusement, d'être bien formés, de devenir des cadres de demain pour que ce pays se développe. Je pense que c'est ce qu'ils ont de plus précieux à faire. On a encore 2 minutes à passer dans ce rendez-vous de décryptage de l'actualité sociopolitique. En tout cas, le coordonnateur de ce mouvement d'association, de regroupement d'associations d'élèves et d'étudiants, Benjamin Amouzouvi, voilà son nom, il dit qu'ils sont conscients de leur avenir et que le fait que les réformes ne soient pas opérées, ça va percuter sur leur avenir, et donc il faille forcément ces réformes avant toute élection au Togo. C'est aussi leur droit, nous sommes en démocratie. Oui, nous sommes en démocratie, mais il va falloir qu'on prenne une certaine hauteur quand il s'agit de la chose politique. Et c'est vrai, nous sommes tous les Togolais, qu'ils soient de quelque bord qu'ils appartiennent, nous sommes embarqués dans un navire. Et le petit faux pas que quelqu'un mènerait pour peut-être créer des situations au navire, c'est que nous tous nous sombrerons. Nous tous nous sombrerons. Personne ne sera chose, ne sortira épargné de ce drame qui se lie. Donc moi je me dis que c'est un peu lâche de se servir de la jeunesse, surtout des élèves et étudiants, pour créer des problèmes sur le terrain. C'est vrai, de par le passé, moi j'ai été étudiant dans une période très sensible de notre pays, dans les années 90. On a vu tout le temps que la politisation de l'université et de certains milieux scolaires a engendré dans notre progression normale de la recherche du savoir. Mais si aujourd'hui on doit rééditer ces tristes espoirs, je crois que c'est vraiment triste et grave pour le devenir de nos enfants. On veut des têtes bien faites, des têtes bien pleines, mais on ne veut pas que les élèves puissent les frotter à la chose politique, alors que leur place est de choses. Aujourd'hui, on serait des gens qui accompagneraient la dynamique que prônent ces étudiants-là quand ils demanderaient peut-être leurs aides, quand ils demanderaient peut-être qu'on multiplie le nombre de bus dans leur parc auto, et quand on ferait la construction des amphis et tout ça là, mais on ne demande pas cela. On va sur le terrain politique, tout ça là. Moi, je dis que peut-être la manipulation est en train de passer par là aussi, et c'est extrêmement grave. En tout cas, on attend de voir ce que l'avenir va réserver à tous ces mouvements. C'est la fin donc de notre rencontre de ce matin au plateau de votre émission Grand Jury, et je rappelle que nous étions en direct depuis le studio VR de la télévision Espoir 47 de Thiévié, en synchronisation sur la 102.7 FM radio KNTB à Lomé. L'émission passera également en rediffusion ce soir à partir de 21h sur la 102.7 FM. Ça passe également sur Radio VGK à Palimé, Radio Lumière à Anéro, sans oublier les internautes sur le www.ebenradio.com et le www.togovision.com. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés, que ce soit ici à Thiévié ou encore à Lomé, à Palimé, à Anéro ou de partout dans le monde. Merci à nos invités, Ibrahim Acha, directeur de publication du journal Temps Nouveau, et Tchakala Alirou, directeur de publication du journal Courrier de la République. Bien de choses à vous toutes et à vous tous. Au revoir. Merci. Merci, mon cher.